Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massenet, ravi de vous accueillir. Nous avons le très grand honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Papron, fondateur de la Ferme du Berry. Bonjour Pierre. Bonjour. Et nous allons parler d'éthique, le bon, la brute et le truand, nouveau précis d'éthique managériale. Quels sont les nouveaux comportements de management et de leadership que l'on observe dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous? Avant d'entamer notre masterclass, vous êtes toujours aussi formidable. Vous êtes un peu plus de 250 inscrits aujourd'hui pour écouter Pierre dans cette masterclass. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir d'accueillir Céline Bertin, Head of Marketing de Sage, qui est le troisième éditeur de RP au monde, qui nous a parlé de la disruption d'un business model et comment on accompagne 1200 partenaires historiques à travers cette évolution. Je vous invite à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur Spotify en podcast. Les masterclass de l'excellence commerciale ne seraient pas possibles sans le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme qui aide les managers à devenir de meilleurs coachs et qui tire tous les enseignements des nouvelles technologies hein, et des dernières recherches en sciences cognitives pour engager plus efficacement ces équipes. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, est disponible en 9 langues dans des secteurs aussi variés que les services financiers, les laboratoires pharmaceutiques, les technologies ou la grande distribution. Voilà, la page de pub est terminée. Et maintenant, nous avons l'immense plaisir d'accueillir notre grand témoin du jour, Pierre Papron. Alors, Edouard, est-ce que peux nous dresser le portrait de Pierre, un homme à l'esprit libre, curieux, un entrepreneur et un communicant invétéré? Edouard, la parole est à toi. Oui, bien sûr, Roland. Alors bonjour Pierre. Pierre, Bonjour. Nouveau. vous êtes un esprit curieux et éclectique. Vous aimez explorer. Après votre diplôme d'ingénieur mécanique des arts et métiers Paris en poche, vous partez à l'école navale devenir lieutenant au sein du Redoutable, premier sous-marin lanceur d'engins de la marine française. Vous enchaînez par un MBA à HEC et débutez dans le digital par la grande porte en tant que directeur commercial chez RSCG Paris. De là, part une carrière brillante qui vous amènera à être, entre autres, associé chez McKinsey, directeur général de lastminute.com, et vous avez également conseillé Apple entre 2009 et 2010, tout comme AltaVista avant Google. Fort de 30 années d'expérience dans le digital, vous vous êtes spécialisé dans la blockchain depuis maintenant 6 ans. Vous vous évertuez à briser les préjugés entourant cette nouvelle technologie, notamment ceux liés au Bitcoin. Vous êtes ainsi intervenu pour des entreprises comme Total, Dalkia ou Orange, et des gouvernements comme l'Association des maires de France, l'Élysée ou bien la direction des grandes entreprises. Aujourd'hui, vous dirigez la ferme royale du Berry, projet visant à résoudre deux problèmes majeurs, la désertification humaine des campagnes et l'adaptation au dérèglement climatique. Cependant, votre expérience ne vient pas uniquement de votre carrière dans le digital, puisque vous êtes le père de 7 enfants qui partagent une grande partie de votre vie. Vous avez servi sous les drapeaux, mais aussi dans nos villes en ayant été volontaire pour le Secours catholique. Marqué d'une curiosité insatiable, vous avez suivi un master en psychologie au Conservatoire national Arts et Métiers. Enfin, après 5 ans de préparation, vous trouvez le point culminant de votre soif d'exploration en gravissant l'Everest durant un périple de 2 mois en allant jusqu'à 8703 mètres. Vos multiples expériences vous offrent un regard unique sur nos entreprises et leur fonctionnement. C'est aujourd'hui sur le sujet de l'éthique et de la performance que vous nous alertez. Alors Pierre, déjà, bravo pour ce parcours exceptionnel. C'est un grand plaisir, on se connaît depuis longtemps, c'est un grand plaisir d'animer cette masterclass avec toi. Et finalement, depuis quand tu t'intéresses à l'éthique et qu'est-ce qui a été le moteur de cet intérêt et depuis quand est-ce qu'on parle d'éthique finalement dans les entreprises?
Alors, de mes 40 ans d'expérience, donc moi j'ai commencé à travailler, c'était dans les années, début des années 80. Ça a commencé à émerger et moi j'ai été confronté à cela parce que du travail dans la communication, à l'époque dans la pub, la loi Sapin n'était pas encore là et on faisait vraiment tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment cette notion-là a toujours été un peu prégnante, mais on a vraiment commencé à en parler dans les années 85-90 de la même manière que le harassement sexuel ou harassement au travail, enfin tous ces éléments-là sont apparus un peu plus tard dans les années 90. Éthique apparaît vraiment dans les années 80. Alors, tu écris un premier ouvrage hein, dans les années 90. Ouais. Êtes-vous un aussi bon manager que vous croyez? Alors, c'était une idée. Je m'étais toujours promis d'écrire un livre avant mes 35 ans. Donc, en 93, j'avais 33 ans. Et l'idée, ben, d'ailleurs, j'étais chez McKinsey à l'époque, c'était de dire, c'était un peu le livre dont vous êtes le héros. Donc, on donnait à une personne 10% du capital d'une entreprise, il devenait CEO, et on laisse, et à la fin de chaque chapitre, on avait le choix entre deux autres chapitres. Donc, il y avait à peu près une soixantaine de, je ne sais plus trop, 90 chapitres et à peu près une soixantaine de trajectoires. Et ce qui s'est avéré, qui a été assez passionnant, le livre a été largement diffusé, vendu 15 000 exemplaires, 250 000 distribués parce qu'il était en blister pour l'entreprendre sur les plages, donc lu sur les plages françaises, là, comme ça, pendant cet été 93. Et ce qui était passionnant, c'était de voir qu'il y avait des nuages de points avec des personnes qui avaient des éthiques, je dirais, très personnelles. Donc, une fois qu'ils avaient 10%, ben, ils n'avaient de cesse que de valoriser ces 10%-là ou d'augmenter leur part dans l'entreprise, quitte à même faire une propre OPA, un propre rachat. C'était la grande époque des LBO, LMBO et autres, ou bien complètement de se mouler dans l'entreprise avec une finalité de développer l'entreprise et avec un risque en fait qui était de disparaître, enfin même de perdre les parts en fait qu'ils pouvaient avoir dans l'entreprise au cours d'un rachat, d'une fusion en fait et autres. Donc ça m'avait voilà, ça m'avait fortement interpellé de voir ces deux comportements qui étaient est-ce qu'on est pour le bien commun ou pour sa finalité personnelle. Et alors, 10 ans plus tard, expérience extraordinaire, tu vas gravir l'Everest. Et là, tu es confronté à des vraies questions éthiques sur lesquelles qui t'ont fait beaucoup réfléchir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, parce que c'était en 2001 et en 2001, c'était l'ouverture de toutes les expéditions commerciales. Elles avaient commencé vers 96-97 et le sujet m'avait passionné parce que au lieu de participer à une grosse expédition nationale, et on le voit là, c'est un peu sur le côté gauche de la charte, qui consiste à avoir entre 500 et 1000 personnes pour placer une personne au sommet, ces expéditions commerciales, on appelle ça, étaient faites dans un style alpin et on part à peu près une vingtaine de personnes et il y a 5-6 personnes qui vont faire le sommet. Donc là, forcément, on parle d'expédition commerciale parce on signe un chèque de 30 000 euros et on a toutes les conditions requises en fait pour y arriver à condition de s'être bien entraîné. Le seul problème là, c'est là où l'éthique apparaît, c'est que il y a du capitalisme qui est en route à ce moment-là et que le bottom line, enfin ou le résultat net de la personne qui va organiser cette expédition dépend de quelques éléments, dont les bouteilles d'oxygène. Donc moi j'ai été confronté à ça, c'est que normalement il y avait 5 à 10 bouteilles d'oxygène, je n'en ai eu que 3. Il y avait de la nourriture normalement à profusion et là en fait ben, on s'est aperçu que c'était portion congrue pour la nourriture et bon, donc ça m'a amené à des expériences je dirais vécues puisque j'ai dû partir à 84 kilos, revenir j'en pesais 48 pour montrer un peu l'impact que peut avoir comme ça ce manque d'éthique ou un capitalisme qui n'a pas de raison d'être au-delà de 6 000, 7 000 mètres, enfin c'est même du capitalisme qui devient très très dangereux. Très sauvage, oui. Finalement, confronter la survie avec les valeurs, c'est là où on voit la réalité des personnalités. Alors, est-ce qu'on peut revenir peut-être au fondement de qu'est-ce que c'est l'éthique? Comment est-ce qu'on peut la définir? Comment est-ce qu'on peut, entre morale, éthique, valeur, comment est-ce que tu définirais l'éthique? Alors, je vais pas vous donner une étymologie, ethikos, mors, enfin et autres, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu comment dire, on confronte très souvent avec déontologie. Déontologie, c'est vraiment restreint à une profession, par exemple la déontologie des avocats, la déontologie des experts comptables, en fait et autres. Là, l'éthique, c'est beaucoup plus une démarche. Donc, il y a trois niveaux qui, si vous décidez de le définir pour une entreprise ou pour l'équipe que vous êtes en train de manager,
il y a toujours ces trois niveaux-là. D'abord, c'est un questionnement, c'est vraiment une sorte, on est en marche sur pourquoi est-ce qu'on agit, quelles sont les valeurs en fait qui animent, quels sont les grands principes. Ensuite, après, il y a un autre élément qui est vraiment la structuration des repères avec l'organisation du contenu, c'est-à-dire on va définir des normes, des principes, mais on va les écrire, on va avoir des règles. Par exemple, quand on était chez McKinsey, il y avait 18 valeurs en fait qui prônaient, qui étaient proches de cela. C'était l'éthique d'intervention telle que McKinsey a définie. Qu'elle soit suivi ou pas, ça c'était autre chose, mais il y avait ces points-là, et quand on arrivait on appelait ça et ça s'appelle toujours la firme, on a toujours ce truc-là qui est derrière un peu tous les accueils dans le monde pour vraiment communiquer ces éléments-là. Et le dernier point, c'est un peu la décision, c'est ce qu'on pourrait appeler l'algorithme alors explicite ou implicite, que j'amène chacun un peu à définir parce que ou à échanger avec les pairs, parce que très souvent on s'aperçoit que les règles d'engagement, comme on dirait dans un milieu un peu plus militaire, ne sont pas les mêmes pour les uns ou pour les autres. Et les lignes jaunes ne sont pas les mêmes, les lignes blanches non plus, les bas-côtés, les bords de route non plus. Donc il y a tout cet élément-là comme ça un peu en permanence qui est là et qui pose de plus en plus questions parce que le Covid est passé par là. Il y a une force commerciale comme ça. Enfin, quand on est commercial, par exemple, il y a une exposition beaucoup plus grande à ces éléments-là parce qu'on est un peu l'interface de l'entreprise avec le monde extérieur. Donc, il y a des grands questionnements et l'éthique est vraiment au centre de la pensée et de la valeur d'une entreprise. Alors, quand on a décidé ensemble du titre de cette masterclass, on l'a appelé Le bon, la brute et le truand, une manière de simplifier finalement un peu les ressorts éthiques, personnels, d'engagement, de motivation des managers ou des collaborateurs. Est-ce que on peut effectivement parler de bon, de brut et truand, ou est-ce que l'image est un peu plus adoucie, est un peu plus complexe à appréhender? Comment est-ce qu'on peut aborder finalement, moi je suis un manager, qui suis-je et quels sont les leviers qui vont me permettre de réfléchir à mon éthique et à mon comportement vis-à-vis de mes équipes, vis-à-vis de mes clients? Alors, le bon, la brute et le truand, enfin, il y a un bon titre que tu avais proposé comme ça pour toi, Roland, pour la présentation, donne une impression que on est l'un ou l'autre, mais en fait, c'est une sorte de mélange en fonction des situations et autres. Il est clair que si on peut être animé par un aspect, une dimension de bienveillance, et si on prend la pyramide des besoins de Maslow, on va voir que on va, avec toute la bienveillance que l'on peut avoir, vraiment se préoccuper de la personne que l'on a en face de soi, que ce soit un client, un fournisseur en fait ou autre, et on va essayer un peu de coller. Simplement, lui il a des profils de besoins, nous on a aussi des profils de besoins, mais on voit bien que l'intersection ne va pas être tout à fait exacte. Et que donc, notamment quand on fait une négociation, il y a forcément un moment où il va y avoir des moments un peu brutals d'accélération. On voit bien que le côté bon va s'effacer et qu'il va y avoir, notamment si on est devant un tribunal ou si on a des logiques, des conflits qui peuvent se judiciariser à un moment, on va être un peu plus faire appel à un peu plus d'esprit de finesse ou de truanderie pour arriver à naviguer. Donc le point là n'est pas de dire on est l'un dans l'autre, c'est juste d'arriver à comprendre les ressorts qui sont à l'œuvre et puis de voir, d'identifier comme ça la personne qui est en face pour être capable d'adapter son jeu et en même temps de définir, d'appliquer une éthique propre qui est je ne serai pas truand ou je vais être truand dans certaines limites ou pas. La psychologie, donc la pyramide de Maslow, tout le monde la connaît. Alors pour la petite histoire, il n'a jamais parlé de pyramide. Moi, j'ai lu tous ses écrits. C'est un de mes l'un de mes auteurs préférés. Mais il n'y a pas le mot pyramide. Ça a été pris après parce qu'en effet, quand on regarde les besoins, ça fait une sorte de pyramide. Il y a un élément qui a été rajouté à la fin de sa vie, qui est très souvent oublié et qui est la partie du besoin de transcendance. Donc qui est un élément. Enfin voilà, je vous le signale au passage parce que là aussi, je pense que quand on parle d'éthique en fait et autres, il y a quelque chose qui nous dépasse un tout petit peu, on est habité par autre chose quand on travaille vraiment cette notion-là. Donc là, la psychologie… Et ça vient de Maslow, ça, ou ça a été rajouté plus tard, après lui?
Non, non, c'est lui dans les 8 derniers mois de sa vie. Quand on lit les D'accord. écrits, on ne le retrouve pas dans les livres. Et cette notion de transcendance et autres, il avait beaucoup travaillé sur les états paroxytiques, c'est-à-dire ces 3% de votre vie qui vont faire que vous êtes exposé à des forces supérieures, on dit dans les entreprises, on est porté par quelque chose qui nous dépasse. Il avait Ouais. beaucoup travaillé là-dessus déjà dans les années 60. Enfin, c'était voilà, juste remarquable et avant-gardiste par rapport à toutes les questions, ces nouvelles compétences qui sont en train d'émerger et dont on a besoin dans un monde changeant. Donc ça, on voit la valeur ajoutée de la psychologie. Simplement, il ne faut pas la détourner de son propos, ne pas s'en servir pour manipuler. L'exemple de l'analyse transactionnelle, qui est aussi un travail fait par Eric Berne, qui est remarquable. C'est un livre qui s'appelle Que dites-vous après avoir dit bonjour. Là aussi, ça a été très souvent retourné pour prendre le contrôle des clients. C'est quand même, bon, voilà, c'est quand même dommage d'en arriver là. Même question d'éthique pour le neuromarketing qui s'appuie sur les dernières connaissances du fonctionnement neurologique et neurophysiologique. C'est bon, hein, dommage d'en arriver là. On voit bien que l'éthique est à tous les coins de rue. Et alors le Covid arrive, les entreprises sont maintenant focalisées sur la reprise. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on parle d'éthique et en quoi est-ce que l'éthique peut nous aider à reconstruire finalement un nouveau modèle d'organisation ou faire évoluer les modèles d'organisation existants? Alors la réflexion est née pendant le Covid que j'ai essayé de couvrir comme ça pendant 2 mois et demi, parce qu'il y avait des vraies grosses questions. Alors là, il y a éthique politique, il y a éthique gouvernementale, il y a est-ce qu'on fait peur ou est-ce qu'on rassure, ou enfin voilà, il y a eu des tas de choix comme ça qui ont été à faire, qui n'ont pas forcément été bien faits. On voit la mise en examen de Buzyn récente. À l'époque, j'ai fait une charte que tu peux peut-être mettre à l'écran et qui posait la question pour prendre un peu de recul par rapport à ce qui était en train de se passer. Il y a eu un mode de travail dans un premier temps qui a changé, c'est-à-dire on était dans du présentiel où on était un peu, je dirais, enfermé dans une entreprise. Le truc a été un peu comme une sortie de prison puisqu'on a imposé le télétravail. Autrement dit, on a fait plus de choses, il y a eu plus d'évolution en termes de télétravail en l'espace de 6 mois ou même de 4 mois que tout ce qu'on avait pu faire depuis à peu près une vingtaine d'années. Et puis, il y a eu un autre phénomène qui s'est amorcé. Alors là, c'est la psychologie du travail qui travaille, enfin, ou au moins qui regarde l'entreprise de manière différente, puisque l'organisation du travail a changé. Forcément, une fois qu'on a mis le télétravail en place, on est obligé de faire quelque chose de distribué, beaucoup plus à plat, avec une hiérarchie qui se met à bouger. Et donc ça a été une première évolution. Tout le monde s'est un peu adapté là-dedans et il y a eu, à mon avis, un changement quasiment climatique, des règlements climatiques pour tous les managers, parce que le contrôle de visu que l'on avait sur toutes les personnes, on ne l'avait plus que peut-être avec 1 heure de réunion par jour ou 2-3 heures par semaine. Donc il y a eu un changement comme ça phénoménal, enfin structurel très très fort qui s'est passé à ce moment-là, et avec la fin du Covid, une sorte de retour qui est venu en partie présentiel. On voit bien l'effet un peu quantique d'oscillation entre deux états, être et ne pas être, en fait, qui coexiste encore dans toutes les entreprises. Il y a un schisme organisationnel qui n'est pas encore rentré dans le code du travail. Donc, quand on est à la maison, est-ce qu'on est à 39 heures, à 35, à 60? Enfin, il y a des tas de questions qui vont se poser devant les prud'hommes, à mon avis, au cours des prochaines années. Et puis, bien sûr, cette question de peut-être revenir avec l'option C, de revenir à l'état d'avant. Donc, voilà, donc là aussi, grande question éthique qui vont se poser, c'est quand on est un manager à la maison, comment est-ce qu'on déclare son travail, est-ce qu'on se débrouille pour faire 3 heures? On a vu qu'il y avait des questions éthiques aussi qui se sont posées avec enfin, de plus en plus de personnes qui ont 2 travails et qui peuvent faire les 2 travails dans la journée, parce que avant, de facto, quand on est dans un lieu, c'est beaucoup plus difficile d'avoir 2 travails. Et il se trouve qu'il y a des personnes qui ont 2 travails, ça s'appelle salarié duplex en Italie. Vous avez un travail à un premier étage et un travail à un deuxième étage, comme ça, ce que font quasiment tous les fonctionnaires en Italie, en étant dans le privé, parce que les rémunérations en tant que fonctionnaire ne sont insuffisantes. Ça a été beaucoup de livres et d'analyses qui a été faites il y a à peu près une vingtaine d'années sur le sujet. On est dans cet état schizophrénique, un peu de schisme interne et de schisme aussi de l'entreprise, parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on contrôle? Est-ce qu'on surmanage? Est-ce qu'on force? Vraie grosse question et belle question bien lourde avec des conséquences bien sûr juridiques qui sont en train d'arriver.
Et alors, est-ce que ces questions éthiques, elles doivent être réfléchies et décidées et précisées par une gouvernance au niveau du comité de direction? Est-ce que c'est plutôt une question que le manager doit se poser avec ses équipes? À quel niveau est-ce qu'il faut positionner la réflexion éthique aujourd'hui dans l'entreprise? Je pense, et là, il y a un bel outil qui a été développé par chez McKinsey qui permet de faire qu'on appelle les Sevanes et qui permettent de bien regarder une organisation, de comprendre comment elle fonctionne. Donc, il y a des hard desks que vont être les skills, les systèmes, la structure staff. Donc là, le document vous sera envoyé, enfin à tous ceux qui nous écoutent, le document vous sera envoyé, vous pourrez rentrer dans le détail. Donc, ça permet de faire un diagnostic d'organisation, de faire un contrast analysis, de faire une comparaison entre organisations pour savoir s'il n'y a pas un avantage compétitif majeur, et puis surtout de faire des recommandations à un client par la suite. Donc il y a des hard qui sont sur la partie gauche et il y a des soft, et on voit, là j'ai mis en orange les parties qui sont impactées fortement par l'éthique et assez peu pris en compte quand on dirige une entreprise, et on va bien souvent voir que la question éthique, déontologique va être dans les skills qui vont être définis, éventuellement un bilan de compétences et autres, mais assez peu souvent dans le style qui peut être direct, qui peut être de poser les bonnes questions, d'être voilà, de régler des conflits, mais aussi dans les shared values, donc toutes les valeurs qui font le goodwill de l'entreprise en termes de valeurs. Moi, j'avais l'habitude, je travaillais pendant 6 ans dans la pub, j'avais l'habitude de dire que 100% de la valeur ajoutée allait dormir tous les soirs. Donc, vous pouvez imaginer que voilà, l'éthique est là aussi dans la manière de porter ces valeurs, de les porter chez un client quand on intervient, que ce soit du conseil, que ce soit chez un fournisseur ou même un client quand on fournit des services. Donc finalement, c'est sur ces trois éléments des 7S de McKinsey qu'on doit réfléchir à la notion d'éthique, la notion de compétence, la notion de style de management et puis les valeurs partagées, communiquées par Ouais. l'entreprise. On va le retrouver par exemple pour la RSE. La RSE, Ouais. typiquement, est-ce que c'est dans les skills actuellement? Non. Alors qu'on peut s'afficher comme une organisation impliquée par rapport à l'environnement, donc avec une vraie responsabilité sociale et autres. On voit bien que c'est pas naturellement dans les skills, alors que ça va être dans un style avec peut-être des gobelets en carton, les jeter. Enfin, c'est des actes comme ça de tous les jours que l'on va retrouver et avec toujours l'attention portée. Enfin, il y a un très beau proverbe que m'avait donné Franck Ribou là, quand je travaillais pour lui, c'était le poisson pourri par la tête. Donc là aussi, il y a des valeurs d'exemplarité comme ça qui sont extrêmement fortes et qui viennent du haut. Et que les CEO ou les COMEX ne perçoivent pas tout le temps. Alors si on se focalise sur les compétences, donc sur le premier, sur le skill, comment est-ce que on peut repenser la formation, l'accompagnement des collaborateurs pour prendre en compte ces nouvelles questions, ces nouveaux enjeux éthiques? Bah, là, à nouveau, c'est quand on regarde l'analyse qui est faite classiquement, et si on prend la matrice Skill Wheel, qui est chère à beaucoup de consultants, mais aussi de DRH là, depuis maintenant facilement une trentaine d'années. Donc, on retrouve bien en fait les skills, on fait toute l'analyse de compétences, donc notamment au travers des fameux bilans de compétences ou des revues des revues de performance et autres, des semi-annual reviews ou des annual reviews. Et en revanche, sur un axe vertical, il y a tout un travail en motivation. Ce que l'on voit avec toutes ces nouvelles questions qui se posent, c'est qu'on peut quasiment rajouter une case, et c'est la charte suivante, qui, dans la partie skill, où on va avoir cette nouvelle colonne qui, à mon avis, va devenir essentiel, et où on va retrouver de multiples éléments. C'est-à-dire, on va parler en effet d'éthique, on va parler d'autonomie, on a vu l'impact que pouvait avoir eu le Covid. Il y a des événements, des éléments d'approche systémique qu'on ne demandait pas forcément avant. Avant, on avait voilà, on prend le client de A à Z. Là, maintenant, on réfléchit beaucoup plus en écosystème, dans la manière que l'entreprise peut avoir de tisser des liens et on fait un peu bouger tous ces éléments-là. Pareil pour l'empreinte carbone, pareil pour la responsabilité, vraiment au sens d'arriver presque à l'éthique, à comment dire, l'étymologie de responsabilité, c'est respondere, c'est-à-dire répondre de la chose, être capable de vraiment apporter des réponses par rapport à des choses qui ont été faites. Donc il y a une profondeur, pareil pour liberté, pareil pour solidarité distancielle, elle n'a pas été définie, celle-là, on va dire, est-ce que vous avez un esprit d'équipe? L'esprit d'équipe, il est totalement différent quand on est un esprit d'équipe comme ça qui va être distribué dans l'espace.
Par exemple, si vous avez fait de l'open source, vous êtes habitué à avoir de la solidarité distancielle, enfin du travail comme ça en équipe. J'en avais parlé avec Richard Stallman pendant 4 heures, qui lui avait lancé GNU, donc tout ce qui était les protocoles open source et autres, il y a maintenant quasiment 35 ans. C'était assez passionnant de voir comment la mobilisation mondiale se faisait sur écrire des codes. Il avait inventé le Ctrl-C, Ctrl-V, il m'a expliqué comment ça s'est passé, comment ça s'est propagé, enfin que des éléments comme ça qui étaient totalement passionnants. Si vous lisez, si vous voulez, des références par rapport à ça ou de sociétés pour comprendre comment ces nouvelles valeurs peuvent impacter la performance d'une société, il faut vraiment lire le papier, la cinquantaine de pages. Alors ce sont des charts, hein, c'est pas de l'écriture, les 50 charts qui ont guidé Netflix dès 2012. Hastings a écrit ça, mais c'est brillantissime, comme par exemple, il n'y a pas de durée de vacances. Donc chaque salarié délimite lui-même ses vacances. Donc imaginez la responsabilité individuelle qui est laissée à chacun pour organiser son temps, organiser son espace, ne serait-ce que par rapport à des vacances en fait, et de rendre compte par rapport à ces éléments-là. Merkel n'a rien fait d'autre que cela quand, au début de la pandémie, Covid l'an dernier, sa première allocution n'a pas été voilà le plan, voilà ce qu'on va faire. Elle a expliqué à tous les Allemands, donc je crois qu'il doit être 90 millions, elle leur a expliqué, elle a été énormément suivie, il y avait une quarantaine de millions de personnes qui l'écoutaient à ce moment-là, elle a expliqué comment fonctionnait le R0. Donc imaginez, elle leur a donné le petit brin d'ARN, je dirais, pour arriver à lutter contre le Covid, avec les notions de propagation et autres. Bon, Merkel, il se trouve qu'elle a un doctorat de physique des particules, elle est juste brillante dans sa manière de lire le monde, enfin, et de rapport de force, elle a fait des erreurs bien sûr, mais ça fait quand même toute une différence avec ce que l'on peut apprendre à l'ENA que d'avoir cette logique très plate, très distribuée, que d'apprendre à chacun quelles sont les nouvelles règles de comportement en expliquant le fondement en fait quasiment mathématique qu'il pouvait y avoir derrière. C'est ce que j'appelle un peu les nouvelles compétences en fait qui vont émerger, dont bien sûr fait partie l'éthique. Et alors, si on prend un exemple d'un outil qu'on connaît bien dans l'environnement commercial, qui est LinkedIn, quels sont les nouveaux enjeux qu'on va trouver sur la propriété de données, sur ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces informations qui sont finalement très personnelles, qu'on donne volontairement pour briller, pour se faire connaître, pour échanger avec ses pairs. Il y a des questions éthiques assez subtiles qui se posent avec LinkedIn. Avec LinkedIn, oui, et je suis à chaque fois un peu abasourdi de voir que ça n'est pas abordé, c'est-à-dire il y a des règles de fonctionnement sur LinkedIn, ce qu'on appelait avant la net étiquette, mais la LinkedIn étiquette en fait est définie un peu au fil de l'eau. Quand on regarde son impact sur les 7S dont on a parlé précédemment, c'est un peu multiple, c'est-à-dire on va le retrouver notamment sur les sharp values, sur le style, sur le staff, sur les informations, sur la structure que l'on peut lire et autres, et c'est devenu de plus en plus important. Pourquoi? Parce que des études ont montré, notamment aux États-Unis, on est un peu en retard en France, on est aux États-Unis, on considère que quand on fait de la vente B2B, dans 92% des cas, LinkedIn est impliqué parce qu'on va chercher une référence, on va chercher le nom, on est capable de faire un mini profiling individuel de ce que dit la personne, avec qui on va dealer, on va trouver ses centres d'intérêt, enfin voilà. Donc là, LinkedIn pose cette question-là de quelle utilisation de l'outil on peut avoir, et il y a des nouveaux outils sur la charte suivante qui ont été proposés. Il y en a un qui est absolument redoutable, qui s'appelle Crystal. Donc moi, je fais des formations LinkedIn là, comme ça, qui durent une journée, très centrée en effet sur l'éthique, sur comment suivre un mouvement, comment se positionner, comment devenir un référent sur des sujets. Et Crystal en fait offre une possibilité invasive d'aller regarder un profil et de sortir de ce profil d'abord des traits de personnalité, mais aussi de faire des recommandations sur les mots, les éléments de langage qui vont être à utiliser pour aborder cette personne, arriver à lui vendre quelque chose, arriver à la convaincre, arriver à lui faire des choses en fait. Voilà. Donc là, bon, après, moi, je ne m'en suis jamais servi. Je sais que c'est très utilisé. Ils ont un peu explosé les compteurs en termes de business model et autres, parce que des commerciaux ou même des lobbyistes en fait et autres sont bien sûr excessivement intéressés par des approches comme ça
des approches qui permettent de faire du profiling à la volée de personnes. Alors, c'est pas tout le temps complètement pertinent, néanmoins, ça donne des idées. Et puis, on a un mail qui est déjà préécrit, on a un appel téléphonique, un call qui est formaté d'une certaine manière, avec des relances, avec des questions, avec des moments où on peut parler de la vie privée ou pas. Enfin, c'est totalement intrusif. Donc là, le point n'est pas de dire on utilise ou pas, c'est juste de se poser la question quelles sont ses limites personnelles par rapport à l'utilisation de l'IA que l'on peut faire comme ça avec des outils aussi modernes et aussi puissants que LinkedIn, qui couvre 23 millions de personnes actuellement en France. On doit arriver à peu près à 600-700 millions de professionnels dans le monde. Et pour conclure, les questions sont passionnantes. On aimerait passer beaucoup plus de temps ensemble. Il est déjà midi. On a une promesse vis-à-vis de nos auditeurs, c'est dans 30 minutes, vous êtes libre. Pour finir, quel conseil concret on pourrait donner à un jeune dirigeant ou à un manager pour réfléchir à l'éthique? L'éthique, c'est un peu la dernière charte, tu vois, que je proposais et celle d'après, qui est un peu qui est un peu comment dire, c'est pas la photo classique du bon, la brute et le truand, et je l'aime beaucoup parce que il y en a deux qui se marrent, c'est la brute et le truand, et celui qui est le plus triste, c'est le bon. Donc le bon n'est pas, j'avais écrit un post là-dessus, c'est la bienveillance, c'est un sport de combat. Donc être bon, c'est pas être tout le temps béat, heureux, et je fuis ceux qui prônent l'optimisme, truc. Non, je prône plutôt la réalité, en effet, plutôt positive, d'essayer à chaque fois de tourner, mais en même temps d'être confronté comme ça aux vrais problèmes. Et j'ai mis un peu le titre, je dirais pour finir, qui est l'éthique, une sorte de conscience en mouvement, parce que c'est un peu comme Camus disait pour Sisyphe, qui pose la question de Sisyphe qui prend son rocher et qui est en train de le pousser au sommet de la montagne, et le rocher redescend, avec les grandes questions existentialistes posées par Camus. Est-ce que le bonheur peut exister sur Terre? Si vous relisez Sisyphe, la dernière phrase de Sisyphe, c'est et si Sisyphe était heureux. Donc je pense que le bonheur est beaucoup plus dans ce questionnement un peu permanent, et en même temps ce mouvement, parce que il y a des hauts, il y a des bas, mais on avance. Et on voit bien que là, le Clint Eastwood, au contraire d'un Lee Van Cleef et de l'autre acteur dont j'ai oublié le nom et qui est mort il y a quelques temps, voilà, le Clint Eastwood est là. Et d'ailleurs, le Clint Eastwood, si vous regardez tous les films qu'il a pu faire, les Grandes Torino, enfin tous ces éléments-là montrent bien qu'il a ce questionnement-là, enfin, et ça le rend assez passionnant. Donc le conseil, si conseil il y a à donner, c'est plus le regard à porter, c'est de se dire attention, alternez bien les formes, mais choisissez il y a des caps à choisir quand même dans sa vie, et avec toujours cette obligation, enfin ce choix qui peut être fait, de se regarder dans la glace tous les matins sans être honteux par rapport à ça. Eh bien, écoute, merci sur cette belle phrase. L'éthique est une conscience en mouvement. On va finir et conclure cette masterclass. Je retiens la bienveillance est un sport de combat. Peut-être que l'éthique aussi, c'est un sport de combat. Deux dernières questions qu'on pose régulièrement à nos invités. Est-ce que tu aurais quelle est ta meilleure expérience de management, ta plus belle expérience de management, Pierre? Plus belle expérience qui s'est terminée d'ailleurs avec un vrai problème éthique, enfin, et une conséquence d'une éthique propre, ça a été lastminute.com. Lastminute.com, il y avait la marque était un peu déchirée, n'était pas connue. On est arrivé à en faire une référence, c'était en 2003-2005. On est arrivé à lancer des combats contre Voyage SNCF qui était en abus de position dominante. On les a fait condamner à 5 millions d'euros. On a ouvert une boutique sur les Champs-Élysées. On faisait 300 millions d'euros. On est passé de 150 à 300 millions d'euros. Mais sur 10 mètres carrés, sur les Champs-Élysées, on arrivait à faire 30 millions d'euros. Donc voilà, parce qu'on pouvait être ouvert le dimanche, 24 heures sur 24, imaginez l'avantage comme ça pour l'Internet. La conséquence éthique, ça a été, on a tellement bien marché qu'on a explosé les compteurs, et pour remercier les 300 salariés, j'ai affrété 2 avions et on est allé faire une fête pendant 4 jours à Istanbul qui m'a coûté 30 000 euros alors qu'on avait dû gagner à peu près, je ne sais plus trop,
je sais pas, 30 ou 40 millions d'euros en plus, donc c'était totalement dérisoire les 30 000, et le board et le PDG est venu me le reprocher. Moi, j'avais une éthique de partage avec des salariés, de la joie que l'on avait pu avoir de bien réussir un été, et en même temps, j'ai pris une autre éthique qui était celle de l'aigreur, enfin, de l'argent qui a été dilapidé. Voilà, ça donne un peu un exemple des choix que l'on a à faire dans sa vie. Ça sera à faire, je le referai la même chose, et je ferai peut-être 2 week-ends au lieu d'en faire un seul. Il a droit dans ses bottes, et tu as bien raison. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire? Oui, il y a celle d'Oscar Wilde, c'est Soyez vous-même, tous les autres sont pris. Donc c'est qui décontracte énormément quand on a des choses à dire, quand on a des voilà, c'est pas de et c'est un très bon remède contre le stress. J'avais découvert ça au retour de l'Everest. J'ai donné pas mal d'interviews télé ou de partage d'informations. Voilà, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Enfin voilà, mais en revanche, c'est le connaître à toi-même et tu connaîtras les dieux, enfin qui est à l'œuvre. Donc il faut juste approfondir, se connaître pour les failles que l'on peut avoir, les faiblesses, être capable de les partager avec les intimes, enfin avec des amis en fait et autres. Mais voilà, de se mettre dans cette logique-là et qui est soyez vous-même, tous les autres sont pris. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre dans votre vie, c'est vraiment trop dommage, elle est trop courte en plus. Merveilleux, merveilleux. Alors, quelques idées bonus. Bien sûr, la ferme Royale du Berry, cette entreprise que tu as montée, ce projet plutôt que tu as monté, une terre de lutte contre les dérèglements climatiques et la désertification humaine des territoires. Je vous invite à aller sur le site internet. Il y a également une association que vous pouvez accompagner dans sa recherche d'un monde plus juste et plus équitable, plus respectueux de la nature. Le livre ton premier ouvrage de 95, écrit avec Guillaume Auger, qui était un ouvrage à l'époque tout à fait révolutionnaire, un ouvrage interactif, où un président, un directeur général arrive dans une entreprise avec 10% du capital et doit évoluer au fil des chapitres. L'histoire de ton Everest, j'ai vaincu l'Everest, une aventure humaine entre survie et éthique, publiée en 2003. Et puis on a mis également un film qui s'appelle en français de mémoire Tu ne tueras point, qui est l'histoire absolument poignante d'un objecteur de conscience Remarque. américain qui fait face à son devoir et à son éthique personnelle. Voilà, encore mille merci. Et si vous êtes disponible, si tu as encore quelques minutes, Pierre, on va prendre quelques questions de nos auditeurs. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, des questions, on en a. Tout d'abord, que faut-il faire lorsque son manager ou son entreprise vous pousse à aller contre vos valeurs? C'est la question de tous les jours. Je vais répondre par une citation du juge Falcone, celui qui a lutté contre la mafia et que la mafia, après 10 ans, est arrivée à faire exploser. Il disait une phrase, mais enfin voilà, qui m'amène presque les larmes aux yeux à chaque fois. C'est le lâche meurt une fois tous les jours, le courageux meurt une fois dans sa vie. Voilà, c'est le choix qui est qui est celui de l'être humain, voilà, et qui va se poser pour un manager, pour n'importe quel salarié, voilà, de dénoncer ou pas. Moi, je sais que j'ai été en situation de conseil où je suis tombé sur des cas où il y avait eu des détournements, des villas qui avaient été construites avec un détournement de 4 millions d'euros. Vous avez une logique vous alertez votre hiérarchie, la hiérarchie ne dit rien et au bout d'un mois, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, on est en train de faire ce qu'il faut, rien n'a été fait. Et à un moment, il arrive un matin, vous prenez, vous envoyez le mail. Bon, il se trouve que c'est le plus gros client qu'a cette société dans le monde. Et imaginez les conséquences que ça peut avoir. On ne peut pas rien vous reprocher, tout en vous le reprochant, tout en ne vous le reprochant pas. Ça peut créer comme ça une zone de flou, voilà, qui peut arriver. Et il n'y a pas de réponse définitive. C'est vraiment un questionnement perso avec un aller-retour à faire entre
comment je vais porter ça pendant mes 10 prochaines années, comment je vais raconter ça par rapport à mon épouse, par rapport à mes enfants, par rapport à l'environnement ou simplement par rapport à vous-même pendant, c'est un gros fardeau. Le même fardeau que vous allez avoir quand vous prenez une décision de licenciement de quelqu'un. Tant que vous n'avez pas licencié quelqu'un dans votre vie, enfin, il y a un cap qui se produit quand on fait ce licenciement, d'avoir la vie professionnelle et donc personnelle entre ses mains. C'est pas un truc qui est totalement automatique, c'est quelque chose qui remue. Et moi, j'ai fait pas mal de licenciements pour le bien de l'entreprise, pour quitte à rembaucher les personnes après. Ça m'empêche toujours de dormir. Et d'ailleurs, j'ai un peu fui les fonctions de direction générale parce qu'elles portent des questionnements éthiques permanents quant à du comportement, quant à de la régulation que l'on demande, que le monde capitalistique demande et qui n'est pas forcément fait partie des aspirations ou du côté un peu humaniste que l'on essaie d'avoir. Enfin, si on a pris cette ligne-là dans la vie, il y a des conflits, mais qui ne sont pas, qui sont difficiles à résoudre. Une entreprise jugée comme non éthique peut-elle changer son image grâce à ses actions? Tout dépend un peu pourquoi elle n'a pas été jugée éthique, quoi. C'est un peu, est-ce que c'est les actions vont faire un changement, donc vont introduire un changement d'image? La vraie question est, résumée par une phrase, chasser le naturel, il va revenir au galop. Donc s'il y a eu des comportements non éthiques sur de la facturation, de la fausse facturation en fait et autres, et il y a quand même quelques gros exemples de structures en France. Vous avez beau changer, les hommes qui ont eu ces pratiques-là sont toujours en place, les contrats sont toujours là. S'il y a de la corruption passive ou du trafic d'influence, vous voyez bien que tout ça est très très difficile. On retombe sur les pays qui décident de lutter contre la corruption. Bon, nous on doit être, je sais plus trop, on est très très mal placé sur la corruption, qui est un des éléments, une des sous-parties de l'éthique. Très souvent on associe un peu trop les deux parce que l'éthique est bien plus large que simplement ces problématiques de corruption. Je dirais cette éthique négative par rapport à l'éthique plus positive. Mais regardez, on doit être en 100e position par rapport à des Finlandais ou par rapport à des Norvégiens, des Suédois, enfin voilà, qui tiennent le haut du pavé. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce que la justice peut faire des changements? Bon, non, compliqué, difficile, et je ne crois pas trop aux effets de manche et autres. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le tenter, je dis simplement que ça va prendre du temps et que si on n'a pas changé les hommes qui étaient à l'origine de cela, il y a peu de chances que les hommes changent parce qu'eux-mêmes sont pris dans un système où c'est totalement bloqué. Si vous prenez les entreprises de BTP, imaginez les difficultés avec le tissu politique local pour les attributions de marché en fait. Moi, j'ai arrêté de répondre à des appels d'offres comme ça locaux. C'est ville de Marseille ou autre ville. C'est bon, à chaque fois on se fait avoir, alors que voilà, bon, c'est pas vivable. Très bien. Et comment différencier les valeurs d'entreprise pour le bien de la communication ou et les différences et les valeurs d'entreprise en tant que valeurs éthiques? Vous regardez le RSE, à la limite le rapport de RSE de l'année. Donc ça, c'est un peu l'effort de communication, soigneusement léché en fait et autres. Et après, vous allez regarder, en étant averti sur les 17 critères qui ont été définis par l'ONU, vous allez regarder les décisions et les discours les discours, enfin tous les éléments de communication un peu épars. Et vous allez vous apercevoir que bien souvent, c'est totalement relégué tout à fait à la fin. Par exemple, c'est totalement perdu par rapport à la communication où on le plug vraiment tout à fait à la fin. Donc, on avait un très bel exemple. Moi, j'étais intervenu pour une mission, on n'avait pas travaillé quand j'étais chez McKinsey pour Danone. Et Danone, bon, là, c'était pour Antoine Riboud à l'époque, donc c'était en 92 et 91-92. Et à l'époque, il y avait le discours social, en fait, et autres. Quand on regardait le plan stratégique pour les 57 BU qui existaient à l'époque, le social était complètement
complètement perdu là-dedans. Et on avait travaillé sur l'amélioration du plan de la planification stratégique qui prenait 6 mois. On avait résumé tout ça, on avait fait ça en 1 semaine, niveau COMEX et avec un peu les appels à compétences en dessous. Et surtout, on avait sorti, en fait, on devait résumer le plan d'action stratégique pour les 3 années à venir en 6 charts. Et sur les 6, il devait y avoir une action sociale qui portait uniquement sur le social, que ce soit la valorisation des acquis d'expérience, que ce soit la valorisation professionnelle, un certain nombre de stagiaires, l'équité homme-femme, on en parlait déjà à l'époque, c'était en 80-91, enfin, et on avait un peu défini tous ces critères-là. Et vous voyez que là, vous avez 15% de la bande passante qui est bien réservée pour du social. Voilà. Et forcément, Franck Ribou, lui, portait ses valeurs sociales, ça s'est un peu perdu avec, Antoine les portait, Franck les perdait, a perdu un peu. Bon, Emmanuel s'en est éloigné ou a essayé de le repositionner sur d'autres éléments un peu plus environnementaux et autres. Mais on voit bien que là, on traduisait de manière très opérationnelle et interne à l'entreprise une volonté en fait qui venait et une vraie fille. On discutait avec Antoine, avec il s'appelait Thierry Lenain, enfin bon, toutes les personnes de son entourage. Il y avait BSN portait ce message, avait une exemplarité sociale que l'on retrouvait, que l'on a aidé à décliner comme ça en interne et que l'on retrouvait dans tous les éléments de discours, communication, interview, speech, conférence. Enfin, c'était remarquable. Et j'aimerais finir par un message qui nous a été envoyé. Merci beaucoup Roland et Pierre Papron pour cette masterclass inspirante et surtout vraie dans la tonalité. Bravo pour votre grande expérience et surtout l'accessibilité dont vous faites preuve. Belle fin de semaine à vous et aussi votre passage au sein de l'armée. Voilà. Je suis ravi. Merci Roland. Un immense merci Pierre, et on partage, je le redécouvre, le fait d'avoir tous les deux servi à bord dans la Marine nationale à bord d'un SNLE, qui est une expérience tout à fait exceptionnelle et unique. Un immense merci Pierre pour ta présence aujourd'hui avec nous. Très inspirant, ça nous fait poser plein de questions et je pense que au sein des organisations de ceux qui nous écoutent, ça va permettre de repositionner l'éthique au cœur des débats, notamment dans les débats que tu soulignais tout à l'heure, l'utilisation des outils, le comportement vis-à-vis du travail. Voilà, beaucoup de réflexions très concrètes à mettre en œuvre dès demain. Un immense merci Pierre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour réfléchir et discuter sur les stratégies de réorganisation de ces bureaux avec une experte qui est une chercheuse qui travaille pour Steelcase. Steelcase, c'est un des leaders de l'aménagement de bureaux et elle nous parlera de ces stratégies pour réorganiser ces bureaux à l'heure du travail hybride. Un grand merci à tous, un immense merci à toi Pierre et je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à la semaine prochaine.